Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Le luxe s'installe sur BFM Business, un site, une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée, c'est Iconic Business. Son univers, son style, sa vision sont une marque, un bleu signature, des objets iconiques et des adresses où son ambiance a été laissée. Sarah Poniatowski, du design, de l'architecture d'intérieur, du mobilier, même du prêt-à-porter, tout l'univers de la maison dont elle nous ouvre les portes aujourd'hui. Joseph Duclos, négociant du siècle des Lumières, fondateur de la manufacture royale des cuirs de Lectoure. Aujourd'hui, Joseph Duclos, c'est une maison de haute maroquinerie. Son président, Franck Dahan, est dans les désirables de la semaine. Sans oublier une visite hors du temps, La Ruche, cité d'artistes en plein cœur de Paris, où sont passés Chagall, Léger et autres grands noms qui se revendent aujourd'hui à prix d'or. C'est Iconic Business, bienvenue. Sarah Poniatowski, bonjour. Bonjour. Maison Sarah Lavoine, c'est vous, un studio d'architecture et une marque de l'univers de la maison, vraiment au sens large. Une aventure qui a commencé il y a un certain temps au point d'installer votre style à présent. C'est quoi le style de Maison Sarah Lavoine? Ça a commencé il y a un certain temps par l'architecture d'intérieur, en effet, il y a à peu près 20 ans. Et la marque, une petite dizaine d'années. C'est un style dans lequel on se sent bien. Enfin, moi, j'essaye que les gens se sentent heureux chez eux. Un cocon. Un cocon assez intemporel, voilà, chaleureux, confortable. Oui, on sent bien vivre à l'intérieur. Avec un jeu de courbes, de lignes et surtout la place de la couleur. Mais là aussi, ça fait un effet cocon. Et ce bleu signature, c'est devenu assez vite votre patte ou alors il a fallu un certain temps avant de l'installer? Non, c'est venu assez vite ma patte. Ce bleu est très identitaire et donc c'est vraiment notre signature qu'on peut mettre sur plein de produits différents, sur des peintures, sur des meubles, sur des objets, sur de la céramique. Donc voilà, c'est une vraie signature et une identité forte. Donc c'est une chance d'avoir cette couleur. Ouais. Du haut de gamme accessible, l'accessibilité, c'est une opération séduction aussi, c'est de l'image? Non, c'est pas de l'image, on essaye toujours d'être juste par rapport à de qualité de fabrication française et européenne à 90%. Il y a des prix qui vont avec. Alors oui, on n'est pas du mass market du tout, mais donc on est accessible, tout est relatif. C'est-à-dire que pour certaines personnes, on ne le sera pas, et pour d'autres, mais on est en dessous du luxe. Il faut bien se positionner et savoir comment, en termes de marketing, se positionner. Est-ce que ça veut dire aussi que ça permet de produire davantage, mais d'être quand même sélectif? On fait très attention à notre production, on fait très attention, on est une marque, on fait très attention au RSE. On essaie de pas trop produire, de ne pas surproduire, de mesurer vraiment notre et de production. susciter le désir aussi pour l'acheteur. De susciter le désir, mais plus par rapport à notre planète. Enfin, il y a quelque chose vraiment, une prise de conscience de ne pas surproduire. Voilà. En général, on ne solde pas. Donc, comme une maison de luxe, comme Hermès ou des choses comme ça, on essaie d'être, mais avec des prix un peu plus accessibles qu'Hermès. Et sur cette gamme, est-ce qu'on arrive, surtout à l'heure actuelle, il y a eu un vrai boom, une vraie tendance de la décoration d'intérieur, du mobilier, etc. Est-ce qu'on arrive quand même à conserver, à conforter ces marges? Pas facile parce que depuis le Covid, les prix ont flambé, les matières premières ont flambé. Oui. Donc non, évidemment, on ne veut pas répercuter ça sur les prix pour les clients. Donc nos marges sont beaucoup plus compliquées à tenir. Ouais. Plus restreintes, et ça veut dire que derrière, il faut une identité forte et un renouvellement des collections aussi? Alors on a des collections qui sont pérennes, on a des best-sellers, comme on dit. On essaye de vraiment les travailler. On travaille avec ça, par exemple avec Jars, qui est une maison française. On les installe, on change les couleurs, on décline. Mais même si on a quand même pas mal de références et beaucoup de nouveautés, on a 2 collections par an, mais on essaye comme d'appuyer, d'installer la marque et les produits. Ça prend du temps. On n'est pas dans la mode, même si on fait de la mode. Bon, ça, c'est des vêtements de chez moi aussi. Mais c'est-à-dire que quand on met au point une lampe ou une assiette ou un vase, on peut la garder des années. Donc c'est ça aussi, c'est de ne pas être dans la fast fashion à la consommation. De ne pas suivre des travers, justement. D'installer des produits et de les rendre iconiques. La marque pour le haut de gamme et le chiffre d'affaires, l'architecture d'intérieur peut-être un peu plus un segment luxe? Oui, c'est notre couture aussi, et c'est pour l'image, et c'est très intéressant parce que surtout c'est un modèle qui est virtuel, c'est-à-dire qui est vertueux, pardon. Virtuel. On dessine des produits pour les chantiers, on fait des sièges sociaux, des immeubles, des bureaux, des hôtels, des restaurants. Donc on dessine des produits et après on les industrialise
pour nos propres collections. Est-ce que ça vous permet aussi de tester des ambiances, de voir ce qui a fonctionné pour un siège, pour un hôtel, et après, justement, Oui, bien sûr. test grandeur Ouais, nature. Est-ce que c'est plus facile de créer un espace, d'imaginer un espace, ou de créer et d'imaginer un objet? Il n'y a pas plus facile ou moins facile. C'est passionnant, en tout cas. Chaque projet, chaque nouveauté, chaque prototype qui arrive au bureau voilà, m'exalte. Et donc, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de plus facile ou moins facile. C'est non-stop. C'est-à-dire que le cerveau n'est jamais à l'arrêt. Pour un siège social, pour des bureaux, vous allez apporter une ambiance, mais est-ce que vous apportez tout autant votre patte et votre signature? Alors oui, j'ai une signature, je travaille la couleur, je travaille les matières, je travaille cette intemporalité, mais on essaye quand même de s'adapter à notre client, parce que avant Oui, tout, c'est lui qui va vivre c'est dedans, ça. dans son appartement, ou dans son bureau, ou dans son hôtel. Donc, je ne m'impose pas. C'est-à-dire que vraiment, j'aime m'adapter à la personne, et c'est un échange, c'est une relation humaine et une aventure humaine avant tout. Et vous amenez toujours vos codes et notamment vos inspirations, j'imagine, parce que dans votre nouvelle collection, on retrouve encore quelque chose de doux, de très pop, aussi très mesuré. Et ça va aussi dans votre discours de quelque chose de plus vertueux, une invitation aussi au sud et ce gage de l'élégance. Et c'est comme ça qu'on reste intemporel, qu'on arrive à être intemporel. Oui, et puis la patine du temps, les matériaux, on va faire très attention à tout ça, et plus ça se patine, plus c'est beau. Donc, c'est ça que j'aime, moi. Il y a aussi avec un choix pointu des matériaux et sur le travail, sur le sourcing. Oui, c'est très compliqué, en fait. Le plus dur, c'est de trouver les bons fabricants, les bons artisans. Et quand on grandit, parce qu'on est en pleine croissance, Justement. quand on commence avec un petit artisan qui a un savoir-faire. Et donc, vous allez vous-même caster, sourcer dans ces pays d'Europe pour trouver la compétence, peut-être le savoir-faire à chaque fois. Oui, bien sûr. Et puis, je ne suis pas toute seule, hein, j'ai des super Bien équipes sûr. avec moi, quand même. Mais voilà, c'est très important d'avoir des partenaires fiables. Le, le business model s'est largement développé avec des boutiques en propre aussi, des revendeurs nombreux. Et ça y est, à l'international, c'est amené à se développer. C'était un projet fou. C'est quelque chose que vous aviez depuis un certain temps en Alors, tête? oui, on était présent international avec 150 points de vente dans le monde à travers des revendeurs. du wholesale et des choses comme ça. Et maintenant, on ouvre à Bruxelles, on ouvre au Luxembourg. Et c'est notre premier pays. Bon, c'est proche de nous, mais ça reste international quand même. Tout à fait. Et donc après, l'idée, c'est de développer tous les pays en Europe avant d'aller encore plus loin. Oui. La Belgique et Bruxelles particulièrement, hein, c'est un haut lieu du design, donc c'est pas du tout au hasard. J'imagine aussi, on l'a vu avec l'évolution et le passage du Covid, en termes de digitalisation, la force de frappe du site et des ventes en ligne, c'est quelle proportion à l'heure C'est notre actuelle? première boutique. On a 17 boutiques en propre. La première reste l'e-shop. Il reste là-dessus, évidemment. Avec une tendance qui croît toujours? Oui, toujours. Toujours. Alors, moins qu'au moment du Covid, tout le monde pensait Tout que le ça monde se resterait relayait, au top, évidemment. mais non, forcément, à un moment, ça redescend un petit peu. Les boutiques sont ouvertes. Et heureusement, le retail marche très bien, donc nos boutiques marchent Et très bien. l'expérience retail existe encore, elle doit se Mais elle est transformer. très importante. Vous n'achetez pas un canapé quand vous achetez un t-shirt. Tout à fait. Donc, et puis, nous, on essaye toujours d'apporter une expérience différente. On a un restaurant, on a plein de choses. Voilà, une offre, une vie ou une émotion qu'on arrive dans un endroit comme ça, un lieu un peu différent, voilà, un peu atypique. Bon, c'est un segment qui marche très très bien, la décoration d'intérieur haut de gamme est en plein boom, à tel point que les grandes maisons de luxe se positionnent, Nathan Cocampo, de plus en plus sur ce secteur. Ils y vont tous avec une nette concurrence toujours. Dernière en date, Jacques Mus. La maison de mode vient de dévoiler sa première collection de design d'intérieur, sobrement baptisée Objet, chaises, transat, fauteuils aux rayures jaunes et blanches, qu'on dirait tout droit sorti du film La Piscine avec Alain Delon. Une réédition d'une collection de l'architecte Gaio Lenti, imaginée en 1964. Quelques jours avant, c'était au tour des maisons Karl Lagerfeld et Dior de lancer leur ligne de mobilier. Côté Lagerfeld, la collection est fabriquée en Italie, faisant référence au quartier parisien préféré du couturier, comme Saint-Germain, et son canapé à 23 000 €. Chez Dior, la nouvelle collection est signée Philippe Starck. Le célèbre designer français a imaginé le fauteuil Monsieur Dior en aluminium poli ou laqué, ainsi que des tabourets et différentes tables. Bon, c'est un attrait, Nathan, qui est loin d'être nouveau. Le pionnier, c'est sans doute Hermès. Dès les années 20, la maison multiplie les collaborations avec des décorateurs comme Paul Dupré-Lafont. Le valet de nuit, un porte-manteau multi-usage comprenant vide-poche et porte-cravate, fait alors son apparition. Des créations aujourd'hui très prisées des collectionneurs. De quoi inspirer les autres maisons comme Ralph Lauren ou Armani à suivre cette diversification. Eux aussi, des pionniers dans ce domaine. Et en 2011, c'est l'événement. Hermès est le premier à s'installer au célèbre salon du meuble de Milan.
aux côtés des spécialistes de l'ameublement. Et depuis, Fendi, Gucci, Louis Vuitton lui ont emboîté le pas sur ce genre de rendez-vous mondiaux. Et merci Nathan Cocampo, Sarah Poniatowski. Ils sont tous potentiellement des concurrents à présent? Alors, je rentre de Milan. Je suis rentrée de Milan et je dois dire que c'était très beau. La présentation de Stark avec Dior était vraiment magnifique et Hermès exceptionnel. Voilà, un savoir-faire, des produits dingues, ça fait rêver. Alors, ils sont des concurrents, ils sont nos objectifs. Enfin, voilà, C'est ça, c'est une perspective. C'est une perspective, effectivement. Mais j'en suis absolument fan et je trouve que Stark est un génie. Et voilà, et savoir-faire d'Hermès aussi. Est-ce qu'à terme, le rêve, le prochain rêve, c'est quoi? C'est tout un hôtel, mais un hôtel avec votre nom ou Oui, comment vous le savez? Non, je sais pas, je pose la question. Oui, oui, mon rêve, c'est de créer ma collection d'hôtels après, bien sûr. Oui, oui, ça serait la suite logique. La suite logique pour mettre tout l'univers. Oui. L'univers qui s'est largement développé, vous faites aussi du prêt-à-porter, il y a de la beauté, c'est vraiment l'univers de la maison. De la beauté, des lunettes, oui, plein de choses. Et pourquoi aller dans des segments qui parfois peuvent être difficiles, hyper concurrentiels ou c'est... Est-ce que ça dérange quand on va chez Hermès, est-ce que vous avez une montre ou celle de cheval? Exactement. Non, voilà. Donc, on a le droit d'avoir un univers lifestyle global et je pense que c'est assez cohérent et ça marche bien. Est-ce que dans les projets, il y a encore des collaborations dans les tuyaux? Il y a des choses qui font sens avec des univers qui viennent se télescoper. Ça ouvre à d'autres univers et d'autres clientèles, notamment avec le musée du Louvre. Est-ce qu'on peut envisager d'autres choses? Oui, le musée du Louvre, on continue la collaboration avec le musée du Louvre, qui était pour nous une vitrine géniale sur l'international. Oui. Où l'année dernière, on a fait RS, le maillot de bain avec RS, qui est une magnifique maison. Et voilà, donc quand nous, on ne sait pas faire, on essaie de s'associer aux meilleurs. Voilà, comme avec RS. Donc il y a plein encore d'autres marques. D'autres marques. Qui pourraient matcher avec nous. Et ça ouvre des marchés et une autre clientèle. Oui. Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. C'est un peu ce que le luxe est pour Sarah Poniatowski, avec une adresse, Oval Room Hotel à Naoshima, parce que je crois qu'aussi le Japon est très inspirant et très particulier dans votre histoire. Oui, j'adore. Et puis j'ai toujours rêvé d'aller dans cet endroit, dans cette île, musée. J'adore l'art contemporain, je dois dire. Donc c'est assez exceptionnel. Et juste en février 2020, j'ai emmené mon fils, le dernier. On est partis tous les deux pendant 10 jours au Japon et nous avons eu la chance de dormir dans cet hôtel. Cet hôtel dessiné par Tadao Ando, qui est exceptionnel. Vous êtes vraiment au bout du monde. On ne peut pas aller plus loin. Et Covid est arrivé, donc on est rentré. Mais c'était exceptionnel. Vraiment, c'est ça. Oui, c'est iconique. C'est ça, le luxe. L'expérience du luxe, le privilège. Le privilège. Vous êtes seul, vous êtes au bout du monde. C'est d'une beauté folle, avec les meilleurs artistes d'art contemporain, les plus grands architectes. Oui, c'est inouï. On parlait d'intemporalité, d'élégance. La montre Panthère de Cartier, pour vous, c'est quelque chose, le luxe, c'est quelque chose qui passe les décennies? Ah bah oui, c'est de la transmission, elle est aussi belle. Enfin, je ne sais pas à quelle année elle a été dessinée exactement, mais elle reste toujours aussi féminine, aussi belle. belle. Magnifique. Bon, on terminera ce top 3 avec votre fief au Cap Ferret. C'est un lieu d'inspiration, c'est un lieu de réseau, c'est un lieu de rencontre? C'est pas un lieu de réseau du tout, c'est un lieu de famille, c'est un lieu de mes grands-parents, mon père, et c'est ma Madeleine de Proust. Et c'est le luxe de pouvoir être seul sur des plages d'océan gigantesques, et à se balader, qu'il n'y a personne. Et ça me provoque énormément d'émotions. Oui. Merci Sarah Poniatowski, à la tête donc de Maison Sarah Lavoine. Merci d'avoir été avec nous dans Iconic Business. Dans un instant, les désirables de la semaine, de la haute maroquinerie confidentielle. Mais tout de suite, visite à la Ruche, une cité d'artistes pas comme les autres. On est en plein cœur de Paris. Reportage avec Eva Jaco. Nous sommes ici dans un atelier d'artistes, celui de Léonard Léonie, niché dans le 15e arrondissement, dans la Ruche. Léonard Léonie, vous êtes mosaïste, vous êtes pratiquement né ici, dans cette ruche. Vous, la mosaïque, c'est venu comment? Eh ben, j'ai travaillé pour Mélano. On a fait pour beaucoup de gens, pour Chagall, pour Léger, pour plein de gens. On a travaillé beaucoup. Ici, il y a environ une quarantaine d'artistes qui habitent. Ernest Pignon, Ernest, vous êtes un peu l'âme de ce lieu, enfin vous êtes l'âme de ce lieu. La Ruche a une histoire maintenant de 120 ans. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, c'est un sculpteur, Alfred Boucher, qui est un peu oublié maintenant, le pauvre, qui était très célèbre et qui avait gagné beaucoup d'argent. Il avait cette idée probablement fourrier de phalanstère d'artiste, vous voyez. Donc il avait par hasard acheté un terrain en plein Paris, là maintenant dans le 15e. Et à ce moment-là, on démolit l'Expo universelle.
Et il se met à racheter des éléments. C'est une très belle structure métallique faite par Eiffel. Et là, il commence à installer une quarantaine d'ateliers. Là arrivent à ce moment-là les artistes juifs qui fuient les pogroms. Soutine, Chagall, Kremen, Kikoïn, Zatkin, vous voyez, tout ça commence à peindre ici. Voilà. Et là, la ruche devient un des foyers, même le lieu d'origine de l'école de Paris, on peut dire. Alors il y a 3 ans, Jérôme Clément, vous avez rejoint Ernest Pignon-Ernest à la présidence de ce lieu qui vit grâce au loyer des artistes. Et en ce moment, il y a le bâtiment Fernand Léger qui est en travaux qui sont réalisés grâce au mécénat public et privé. Cette fondation, elle vit des loyers des artistes, mais ces loyers sont volontairement bas, de façon à ce qu'ils puissent être aidés et soutenus. Ça suppose malgré tout qu'on ait des aides quand il y a des travaux à faire, comme c'est le cas actuellement dans le bâtiment Fernand Léger, où on a pour 3 millions de travaux, et il faut les trouver évidemment, l'argent. Et là, vous cherchez encore 1 million, il me semble. On cherche à peu près 1 million pour la deuxième phase, oui, parce que la région, la ville, l'État, la Fondation Gessina, la Mission Berne, tout le monde s'y est mis pour la première phase, mais il faut faire l'intérieur. La ruche expose un artiste tous les 15 jours et chaque année, en septembre, à l'occasion des Journées du patrimoine, a lieu une exposition collective. Reportage à la ruche avec Eva Jaco. Merci. Toujours dans Iconic Business, les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec Franck Dahan, le président directeur général de la maison Joseph Duclos. Bonjour. Bonjour. Et Nathan Cocampo. Et évidemment, votre sélection cette semaine, pas n'importe laquelle, vous y allez fort, une Ferrari de Steve McQueen à vendre. Oui Audrey, une vente d'exception. Le 18 août prochain, une Ferrari des années 60 devrait affoler les enchères. Rien que le modèle, l'un des plus iconiques du constructeur, vaut une fortune. Mais en plus, elle a appartenu à Steve McQueen, la légende du cinéma. Estimée entre 5 et 7 millions de dollars, elle pourrait facilement dépasser les 10 millions. Les modalités de garantie des montres de luxe évoluent chez Audemars Piguet, la crainte de nombreux clients. Oui. C'est bien entendu le vol. Avec l'augmentation des cas, la maison suisse veut rassurer ses clients et propose désormais une garantie allant jusqu'au remplacement de la montre disparue. C'est du jamais vu dans l'horlogerie de luxe. Alors quelques conditions tout de même. La montre doit être achetée entre 2022 et 2023 et un rapport de police valide doit être présenté. Dans le cas où le modèle en question n'est plus fabriqué, Audemars Piguet proposera d'autres modèles de substitution. Et Nathan, vous dénichez toujours des adresses. Cette fois, la Chambre Bleue, restaurant gastronomique par Dany Garcia. Oui, une nouvelle adresse gastronomique située dans l'hôtel de la Maison Delano à Paris. Au menu, fruits de mer, saveurs du Sud et cocktails thématiques autour de Picasso. Le tout orchestré par Dany Garcia, le chef multi-étoilé, originaire de Malaga, qui dirige déjà une dizaine d'établissements partout dans le monde. Sa cuisine du terroir avant-gardiste, ancrée dans la tradition espagnole, est donc à déguster dans ce superbe bâtiment du XVIIIe siècle. Et on finit avec cette collaboration qui a beaucoup fait parler. Balmain et Evian, une collection capsule entre la maison d'Olivier Rousteing et la marque Evian. Une preuve d'un engagement pour un avenir plus durable et une collaboration de prêt-à-porter en édition limitée dans un style streetwear avec Bob et hoodies. Technique et matériaux innovants durables, tout a été pensé dans un souci d'écologie. Le sac Kaba en PVC recyclé est à 1 590 €. Oui, en termes de style, c'est un vrai parti pris. Merci Nathan Cocampo. Franck Dahan avec nous. Le luxe, c'est l'histoire qu'on parvient à raconter. C'est d'autant plus vrai. Vous qui êtes président de la maison Joseph Duclos, l'idée, c'est quoi? Vous avez pris un ancrage assez ancien pour évoquer le savoir-faire et apporter les codes contemporains et la modernité. C'est la bonne recette? C'est exactement ça, en fait. Joseph Duclos a créé en 1754 la manufacture royale du roi Louis XV. Donc, on a un ancrage dans le luxe à la française, dans tout ce qu'on nous reconnaît à travers le monde de bon goût et de luxe. Et puis, on est vraiment au début de cette belle histoire avec la belle matière qu'est le cuir. Donc voilà l'ancrage sur lequel on s'est fondé. J'exagère, mais il y a quand même une tendance actuellement autour de ces vieilles maisons qui renaissent et l'histoire qu'elles évoquent. Oui, nous, oui, bien sûr. Et ce qui est important, en fait, c'est la densité qu'on a donnée à cette date de 1754. Joseph Duclos, quelque part, j'aime bien penser que c'est le père du luxe du cuir d'exception en France. Et donc, on a développé des cuirs et des savoir-faire qui ne sont plus utilisés depuis très longtemps pour les remettre au goût du jour. Ça veut dire que les gestes ne sont plus les mêmes. Vous ne fabriquez pas comme d'autres maisons de luxe, ces sacs?
Écoutez, par exemple, on a un cuir qui s'appelle cuir héritage, qui est en tannage végétal, en France, en bassin. Et donc, on attend 6 à 8 mois pour avoir les peaux avant de pouvoir les passer en atelier. Donc, effectivement, c'est sans doute des matières qui sont réservées qu'à quelques maisons. Avec combien d'artisans vous travaillez en France? En fait, ce qui est important, c'est qu'on respecte vraiment le temps atelier. C'est-à-dire que les artisans nous disent, voilà, il nous faut tant de temps pour faire ce sac, et on va les laisser faire. On travaille souvent avec des compagnons du devoir. Alors c'est un monde qui est absolument fabuleux. Ce sont des gens qui sont passionnés. Là aussi, quand on parle d'héritage et d'histoire... C'est exactement ça, c'est la transmission. Parce que c'est des gens qui passent 10 ans de leur vie, 10 ans, à passer d'un atelier à un autre pour apprendre leur métier au contact de leur père. Voilà, et du coup, on a des savoir-faire qui sont magnifiques. Je vois à l'image le sac Sinclair. Le sac Sinclair, il a une couture d'angle, c'est-à-dire qu'il faut un artisan qui va passer les 2 aiguilles en même temps, les 2 fils, et qui va coudre. C'est quasiment une danse. Vous le verrez dans notre atelier du 54 Faubourg Saint-Honoré. C'est vraiment une danse, c'est magnifique. Bon, tout est fait à la main. On est sur des tarifs de 2 500 à 7 000 € pour un sac. Combien de temps il faut pour fabriquer ce type de sac? C'est très, très variable en fonction des sacs. Évidemment, selon la minutie. Voilà, mais en tous les cas, encore une fois, on respecte le temps qui nous est annoncé par les ateliers. Sur les prix, on a également d'autres produits que les sacs. On commence par exemple avec les parfums, on a des bijoux, et puis... Et sur les segments en parallèle, vous ne voulez pas donner un effet déceptif par rapport au délai, parce qu'on sait, pour préserver en termes de cadence de production aussi, il n'y a pas tellement par rapport à la commande de délai donné. On a régulièrement des ruptures, c'est-à-dire des sacs qui... on a plusieurs célébrités ou premières dames qui ont porté nos sacs à travers le monde. L'effet Brigitte Macron aux Pays-Bas. Exactement, par exemple, oui, on est très honorés. Et forcément, ensuite, tout le monde appelle pour avoir ce sac à ce moment-là. Donc, en général, ce qu'on essaye de faire, c'est donner des temps d'attente qui ne sont pas supérieurs à 3 à 4 mois. Et on espère donner des bonnes surprises à nos clients. On les met en priorité dans nos ateliers. Et ainsi, est-ce que vous savez me dire combien de pièces vous produisez, combien vous pouvez en produire? Et au fur et à mesure, justement, sur des demandes comme ça, sur un effet Brigitte Macron et autres, est-ce que vous avez la possibilité de monter en cadence et d'avoir ces perspectives? Oui. C'est un très bon point, puisqu'on a 70% de notre chiffre d'affaires qui est déjà fait à l'étranger. On vend beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Asie et beaucoup au Middle East. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on a différentes déclinaisons de chaque sac. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'est le Diane en L20. Il existe en L26, il existe en sac du soir, il existe en porte-iPhone, il existe dans différentes versions, de manière à ce qu'on puisse toujours proposer un produit alternatif à nos clients. Et puis, nous, de toutes les manières, on est dans le fameux quiet luxury, dans le luxe calme dont tout le monde parle. C'est-à-dire qu'à l'époque où les gens font du yoga, du pilate, font attention à leur santé, à leur beauté, il faut prendre le temps d'apprécier les belles choses. Et nous, quand on a dessiné nos sacs, on s'est dit, si une ligne plaît 2 siècles et demi après qu'elle ait été dessinée, elle va plaire à nos clients pendant très longtemps. Et on est dans ce temps long. Donc, on essaye de faire en sorte que nos clients n'attendent pas trop quand il y a une rupture, mais on se situe dans tous les cas dans un temps long. Cette renaissance, cette nouvelle version de cette maison Joseph Duclos, elle date de 2020. Exactement. Est-ce que vous avez déjà trouvé votre clientèle, votre rentabilité, justement? Oui. Alors, notre clientèle, en fait, ce sont les gens qui aiment les belles choses. On a beaucoup de nos clients qui sont également collectionneurs d'art et beaucoup d'art contemporain. Oui, mais il y a de la concurrence dans les belles choses aussi. Oui, oui. Et nous, il y a un indicateur qu'on regarde en particulier, c'est le taux de rachat. Comme vous le disiez, on a commencé il y a peu de temps. On a à peu près un an et demi de recul commercial et on a un taux de réachat de 25%. Il y a une cliente sur 4 qui rachète un sac dans une autre version que le même sac qu'elle a déjà acheté. Et nous, pour nous, c'est vraiment le plus important. Parce qu'on se dit que les gens aiment collectionner la marque, ils prennent leur temps pour rentrer dans la marque, qui est une marque culturelle, mais ils réachètent et ils collectionnent. C'est Rameshner qui dessine les collections, directeur artistique. Il est passé par Hermès, Moina. C'est pas un hasard. Est-ce que ce luxe à la française, ce label luxe à la française, si je peux dire, est une marque faite pour l'export?
Oh non, on a des clients français qui sont des clients très, très importants. Nous, ce qui nous touche, c'est quand un client local vient. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Le jour d'ouverture de la boutique, il y a une dame qui est venue. Elle m'a dit, je n'ai pas encore les moyens d'acheter vos sacs, mais je savais que la marque allait être lancée. Je vous achète un parfum à 220 €, ce qui est déjà cher pour un parfum, mais c'est le prix d'un très beau parfum. Voilà. Et nous, ce qui est important, c'est de pouvoir servir l'ensemble des clientèles. Maintenant, c'est vrai qu'on a le luxe à la française est très connu à l'étranger et on a une clientèle étrangère très importante. Et il y a tout l'univers qui va avec, je terminerai avec ça, sur le parfum, les fragrances qui vont avec chacune des collections parce que l'univers du cuir est pensé comme ça. Et des bijoux, les bijoux qui font assez sens puisqu'il y a, si vous nous suivez à la télévision, un fermoir bijoux très particulier sur chacun des sacs. Et donc, c'est un peu la marque de fabrique de Joseph Duclos. Oui. Deux choses. En fait, les parfums, parce que le cuir, c'est une matière polysensorielle. Et quand on rentre à la boutique, on sent le cuir, les gens touchent nos sacs, prennent du plaisir à vraiment les regarder, et on est sur cette matière polysensorielle. Ensuite, le fermoir du Diane, effectivement, il a une petite histoire qui est double. On n'est pas loin de l'Élysée, et dès qu'il y a une cérémonie, tous les gardes sont en chemise blanche, avec la natte fermée par une fourragère. Et le fermoir du sac Diane reprend cette fourragère. Et en même temps, il s'appelle Diane parce que dans la manufacture royale, la source qui alimentait la manufacture, la source principale, s'appelait la source Diane. Et Diane, c'est la déesse à la fois de la maternité et de la chasse. On s'est dit que c'était un beau symbole de la féminité contemporaine. Et vous n'étiez pas loin de l'Élysée, c'était peut-être aussi prédestiné. Merci Franck Dahan, président, directeur général de Joseph Duclos. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. Toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.